Bonsoir, bienvenue à la Fondation Opale pour cette soirée en partenariat avec Swiss Med Culture. Nous sommes très heureux d'accueillir Sarah Burkhalter, que François Barras présentera dans un instant, en discussion avec Louisa Balin, que vous connaissez toutes et tous. Louisa qui vient de recevoir un prix Méditerranée. Lisez Le Temps d'hier sur votre smartphone, vous découvrirez le travail de Louisa. Bravo. Merci beaucoup à toutes et tous ceux qui nous soutiennent, l'association des amis, que ce soit la Fondation Opale, que ce soit Swiss Med Culture, et je crois aussi que l'Institut Suisse de l'Art accepte les nouveaux membres, donc n'hésitez pas, si vos moyens vous le permettent, d'être membre de toutes ces fabuleuses organisations. Enfin, un dernier mot, merci Jeannette et Robert, je crois que cette invitation de ce soir vient de vous, c'est magnifique. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Gauthier, merci Bérangère pour votre accueil. Tous les amateurs d'art ont des questionnements, ont des points d'interrogation par rapport aux œuvres qu'ils possèdent ou qu'ils veulent acheter. Renseignements sur un artiste, provenance, questions techniques, restauration, expertise sur l'évaluation. Toutes ces questions, c'est l'Institut Suisse pour l'étude de l'art qui a été fondé il y a plus de 70 ans à Zurich, qui y répond pour tout ce qui concerne l'art suisse. C'est un centre de compétences reconnu et sans doute le plus fiable dans ce domaine. C'est aussi un centre de formation pour les étudiants en histoire de l'art. Et puis, on a la chance d'avoir ce soir avec nous Sarah Burkhalter, qui est la responsable de l'antenne romande. SIC en allemand, ISEA en français, a 3 antennes. L'antenne principale à Zurich, une antenne à Lausanne et une antenne à Lugano au Masi. Sarah est valaisanne, je viens de l'apprendre, voilà, et a fait des études d'histoire de l'art à Genève et à New York University Florence. Elle a travaillé notamment avec le Fonds national et sa spécialisation est la relation entre les arts visuels et les arts de la scène. Voilà, bonne soirée et merci. Merci beaucoup, Monsieur Barras. Merci à toutes et à tous d'être présentes et présents ce soir. C'est un honneur de suivre des orateurs, des oratrices distingués. Je crois que vous avez une chance formidable d'entendre autant de voix, autant de pluralité dans les occupations. En parlant de pluralité, c'est en effet un des thèmes centraux de ce dont je vais parler ce soir, ce que l'Institut Suisse pour l'étude de l'art conjugue au quotidien pour, je dirais, le terrain helvétique en art. Et nous verrons de quelle manière, justement, cet aspect national, peut-être, se conjugue avec des aspects internationaux. Mais avant de poursuivre, j'aimerais en effet adresser également mes remerciements à François Barras pour l'invitation de ce soir, ainsi que Swiss Med Culture dans son ensemble, en particulier à Janet Briner et à Robert Briner pour la magnifique occasion de vous adresser ce soir la parole. Également mes remerciements à Bérangère Prima, puis à Gauthier Carini pour l'accueil. Et je ne souhaiterais alors ne pas faire l'impasse, nous en parlerons tout à l'heure, de remerciements à Louisa Balin. Nous avons déjà pu échanger et je me réjouis infiniment de poursuivre cela tout à l'heure. Et merci également à la régie, à Nadia Froidevaux, pour l'équipement technique et sonore. En effet, tout à l'heure, il a été mentionné à quel point l'Institut représente une forme de pivot, un porte-parole à la fois pour les artistes en Suisse et de caisse de résonance, d'interlocuteurs pour les personnes intéressées par l'art, que celles-ci souhaitent peut-être s'érudir au travers du dictionnaire en ligne SICART, SIKART.ch, ou peut-être souhaitent s'érudir aussi au travers de nos publications. En effet, l'Institut Suisse pour l'étude de l'art est vraiment une alliance de différents piliers d'activité autour de l'art, je le disais, mais aussi autour de l'édition, d'une édition, c'est-à-dire de publication, d'ouvrages de référence en histoire de l'art, mais aussi d'ouvrages plus prospectifs, nous pourrons en parler tout à l'heure, qui souhaitent d'ailleurs faire bouger un tout petit peu les lignes de ce qu'on peut appeler le canon en histoire de l'art, le rendre peut-être plus poreux, plus dynamique, plus ouvert à d'autres formes, à d'autres discours aussi, à d'autres perspectives.
Et la science, c'est le troisième terme que j'ai souhaité amener également ce soir. Par science, on peut entendre plusieurs choses. Bien sûr, les sciences humaines, qui sont touchées par l'histoire de l'art, qui sont touchées par peut-être la littérature et d'autres expressions, je dirais, de l'humanité, mais également l'aspect scientifique très positiviste, c'est-à-dire, et nous le verrons, des éléments tout à fait techniques de l'ordre de la restauration d'œuvres, de l'ordre des pigments, de l'histoire de ces pigments. Et ces éléments-là, ces analyses scientifiques-là, se font également à l'Institut. Et c'est peut-être là cet aspect également qui le rend très poreux à la communauté internationale de l'art, puisque souvent des institutions externes, extérieures à la Suisse, nous sollicitent pour des constats d'état, pour des constats aussi liés à l'authenticité de différentes œuvres. On pourra en parler également en détail. À l'écran, vous avez ici une œuvre des artistes genevois Muriel Olesen et Gérald Minkoff. Je l'amène ici comme peut-être une forme de figure qui reviendra, qui aura peut-être plusieurs lectures aussi. Vous y voyez un pulse qui restitue une photographie d'une sculpture au-dessus de laquelle manque une pièce, le trou blanc, c'est le blanc. Cela peut être le blanc de mémoire, cela peut être le blanc dans une séquence musicale, une respiration, cela peut être aussi la pièce manquante d'un récit d'histoire de l'art qui peut-être souhaiterait combler ce que les grands déroulés de l'histoire nous font comprendre. Ce qui me plaît également dans cette œuvre, c'est qu'elle a une lecture double, en palindrome. Vous voyez par le titre, l'âme, ce mal, se lit dans les deux sens. Et il y a là une poésie, justement, une forme de dialogue, d'emblée, et avec la lettre et avec l'image, qui représente le propos de ce soir. Cela a été mentionné, l'Institut suisse pour l'étude de l'art opère sur ou à partir de 3 sites. Le siège, qui a été fondé en 1951 à Zurich, constitue la maison mère. Elle se trouve dans la villa Bleuler, qui est une villa historiciste classée au patrimoine, à Zurich, dans le quartier de Seefeld. À proximité d'ailleurs également d'autres villas de ce même type. Il y a là comme une petite suite et une boîte noire de l'architecture en Suisse pour ce qui est de ce type de bâtiment qui se visite d'ailleurs pour tout le monde. Sentez-vous tout à fait les bienvenus dans cet endroit, que ce soit d'ailleurs pour le voir d'un point de vue historique, d'un point de vue d'architecture ou d'un point de vue de son contenu, et en particulier de sa bibliothèque, qui est une bibliothèque sans doute la mieux dotée en art suisse pour celles et ceux que cela intéresserait. Vous avez à gauche de cette image le bâtiment Anthropole de l'Université de Lausanne. Peut-être certaines et certains d'entre vous le connaissez, ce bâtiment, l'avez-vous même utilisé, fréquenté au moment où de la cité de Lausanne, l'université a déménagé sur le campus actuel. Nous bénéficions là d'un hôte absolument idéal pour ce qui est d'être au contact des différentes communautés de recherche, puisque nous sommes là depuis 1988 et que c'est un endroit absolument galvanisant du point de vue des dialogues que l'on peut avoir avec aussi bien des chercheurs en culture arabophone que de personnes qui sont intéressées par l'intelligence artificielle. C'est la beauté, en effet, d'être au contact de communautés de recherche différentes sur un campus, par ailleurs à proximité de l'EPFL également. La troisième image représente ici le MASI de Lugano, où depuis quelques années, en effet, notre Ufficio di Contatto, donc c'est un office de contact, fait justement le travail que nous, à Lausanne, effectuons aussi du point de vue de la documentation. Et là, je vais entrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail de nos travaux quotidiens, en passant par la prochaine image qui représente en effet cet atelier, ce laboratoire, où se mènent aussi bien des services pour les personnes désireuses de faire authentifier une œuvre que de la recherche. Et j'entends par là, la personne en charge, Caroline Beltinger, est à la tête de ce département et elle mène également des projets de recherche qui aboutissent à des catalogues, aboutissent à des ouvrages, à des symposiums. Donc nous avons cette activité-là qui est d'être vraiment au contact des publics de recherche, mais également du public plus large, puisque, en
en continu, notre effort dans la verbalisation de nos travaux est aussi de concerner des publics qui seraient amateurs d'art. À droite, l'image, plutôt dans un espace sombre, représente ici l'atelier de photographie. Donc il y a là tout un processus qui est mené au quotidien de photographie et d'inventorisation de collections d'art. Le photographe ou la photographe qui opère ici le fait à des standards très élevés de représentation numérique et de représentation photographique. Donc quiconque confie par exemple un travail d'inventaire photographique à nos services peut être assuré d'avoir quelque chose de durable, quelque chose qui pourra être également transposé dans d'autres médiums, que ce soit un livre ou que ce soit éventuellement aussi un film. Si nous entrons aussi dans la Villa Bleuler, nous rencontrons assez rapidement une extension moderne qui a maintenant une petite quinzaine ou vingtaine d'années et qui est justement le lieu de la bibliothèque que vous avez ici à gauche et de la documentation en art. Par quoi est-ce que le mot documentation est arrivé? Eh bien, c'est là l'une de nos missions premières, de documenter toute l'activité artistique en Suisse, en milieu professionnel et sur des supports physiques. Cela signifie qu'il y a des personnes à l'Institut, aussi bien à Zurich, à Lausanne qu'à Lugano, qui se lèvent le matin et dont le travail premier est de dépouiller la presse. Cela peut paraître peut-être un chemin peut-être inattendu, dans une ère digitale aussi, mais on est absolument surpris de voir à quel point la presse culturelle, continue et doit continuer d'être un vecteur de connaissances, un vecteur aussi de résonance de ce qui se fait dans notre pays au niveau artistique. Et donc, ce dépouillement de la presse signifie très concrètement de la découpe, de l'annotation, de la saisie dans des dossiers, mais aussi de la saisie informatique. Et c'est là où l'Institut a d'emblée un travail qui prend pied aussi bien dans le physique papier, qui inclut par ailleurs aussi des flyers d'exposition, en galerie, en musée ou d'autres lieux professionnalisants, et un travail aussi du point de vue de la mémoire numérique. Donc l'entier de nos travaux est saisi, est sauvegardé dans une base de données qui est la matrice de l'Institut. Et cette base de données est à vrai dire la source d'énormément d'embranchements divers qui prennent la forme, on le verra, du dictionnaire en ligne, de catalogues raisonnés, qu'ils soient papier ou en ligne d'ailleurs, et d'autres projets qui sont notamment ici dans cette image à droite. Vous voyez cet espace de recherche lié aux archives suisses de l'art. Ces archives, spécifiquement à Lausanne, ici nous en avons un aperçu pour ce qui est justement du bâtiment Anthropole et de ses méandres, ou plutôt de son damier, son plan très géométrique. Ici, on a une perspective justement dans le local d'archives de Lausanne qui n'est pas immense, mais qui à ce jour compte 33 fonds d'artistes, c'est-à-dire des Nachlässe en allemand, estates en anglais, donc toute l'antichambre, si l'on veut bien, du travail artistique d'une personne. Des lettres, des journaux, des correspondances, des notes manuscrites, peut-être aussi des carnets d'esquisses. Là, on est un tout petit peu sur la ligne entre œuvres d'art et archives, puisque notre mission est vraiment d'être en complément du travail des musées. Les musées collectionnent les œuvres, constituent des collections d'objets. Nous constituons des collections d'archives. Et ces archives, cela fait maintenant, grosso modo, deux bonnes décennies que le milieu des musées, le milieu de la curation s'intéresse à une histoire archivistique de l'art. Et très souvent, nous le verrons aussi, ce sont précisément ces coulisses de l'œuvre, ces coulisses de la pratique artistique qui renseignent, qui rendent aussi la perception du travail encore plus intéressante, croustillante peut-être, ou inspirante. Et là, il y a vraiment un aspect, je dirais peut-être plus silencieux dont l'Institut s'occupe, c'est-à-dire une histoire qui se fait peut-être dans la périphérie de ce qui se voit typiquement dans une fondation d'art ou dans un musée, dans un centre d'art, mais qui néanmoins est absolument capitale
pour la compréhension et pour l'appréciation aussi du travail d'un ou d'une artiste. À gauche, l'image, là aussi, peut-être rappelle des souvenirs à certaines personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec des dossiers suspendus. On pense que c'est une chose du passé. Pas du tout, cela reste tout à fait utile. L'intérêt aussi des archives papier est que nous savons, en tant qu'institut dévolu au patrimoine, nous savons comment le papier vieillit. On sait comment il va évoluer. Il y a des générations, à vrai dire des siècles d'informations là derrière. Donc on peut le prévoir, on peut comprendre comment préserver au mieux ce qu'il en reste. Le numérique, comme je le disais, nous y travaillons aussi avec, je dirais, toute l'information que nous donne le papier. Mais le papier, justement, reste au centre également parce que, générationnellement parlant, c'est quelque chose qui domine encore très largement les archives. De ça, peut-être nous pourrons en parler dans l'aspect de comment un artiste ou une artiste prépare-t-elle ou prépare-t-il sa succession. Venons-en peut-être maintenant à un bref aperçu de quelques publications récentes de l'Institut, et spécifiquement de l'antenne romande à Lausanne. Vous avez ici un socle dans cette première photographie à gauche qui est le catalogue raisonné de Félix Vallotton, peintre. Ce sont 3 tomes plutôt copieux, extrêmement bien informés, qui ont été le fruit d'un travail de collaboration entre la Fondation Félix Vallotton à Lausanne et l'Institut suisse pour l'étude de l'art. Et ce socle, finalement, présente soutient d'autres ouvrages qui, eux aussi, ont connu des fortunes diverses. Peut-être, si vous l'apercevez, au-dessus du catalogue James Pradier, qui est aussi un catalogue raisonné, il y a toute une série d'ouvrages que, là aussi, peut-être certaines et certains d'entre vous avaient été familières et familiers. C'est la série BNP Paribas, qui a très longtemps circulé dans les musées suisses comme étant, à vrai dire, des aperçus, des collections, des highlights de collections d'art. Aujourd'hui, la série n'existe plus en tant que telle, mais l'Institut avait été un vecteur, avait été un moteur de cette initiative. On parle là dans les années 90-2000. Puis, si l'on continue de monter, un ouvrage qui me tient très à cœur, c'est celui de l'Almanach de l'art brut, dont nous avons, avec la collection de l'art brut à Lausanne, publié en 2016, le facsimilé. C'était un ensemble de documents que Breton et Dubuffet avaient gardés dans un tiroir et n'avaient jamais porté à publication, ceci pour des raisons, à vrai dire, de mésentente personnelle, de perspectives aussi soudainement divergentes, et que la collection et l'Institut ont décidé de publier avec les éditions 5 Continents à l'occasion des 40 ans de la collection. Et cela permet justement, un ouvrage comme celui-là, à la fois de restituer sous forme de facsimilé la substance matérielle d'un portfolio ou de texte manuscrit, et permet aussi de comprendre un échelon important dans ce qui est encore la constitution de l'histoire de l'art brut. Puis nous voyons d'autres ouvrages, un ouvrage consacré également à Félix Vallotton, son travail de critique d'art, puis les artistes suisses qui ont fréquenté l'École des Beaux-Arts de Paris, et d'autres ouvrages encore. Un dernier qui se trouve d'ailleurs sur la table ici, je vous invite à le parcourir tout à l'heure, à propos justement des successions d'artistes. C'est un ouvrage qui se veut très utilitariste, très maniable. C'est justement, à vrai dire, notre best-seller à l'Institut, puisque nous en sommes à la 2e édition. Et cet ouvrage intéresse très souvent la communauté à la fois d'artistes et de familles d'ayant droit, puisque très souvent, trop souvent, l'on est démuni face à un atelier qui se voit vidé lors de la disparition de son artiste et qui devient parfois aussi muet. Cela a également des lignes différentes selon le genre de l'artiste. C'est un thème peut-être auquel nous pourrons revenir également tout à l'heure. Mais voilà, l'Institut propose une sorte de vade-mecum, un accompagnant pour justement les questions très pratiques qui se posent à ce moment-là. 2 autres ouvrages sont ici. Il y en aurait une pléthore encore, dont nous parlerons d'ailleurs. D'autres se trouvent également sur la table tout à l'heure. Mais c'est là un aperçu justement du travail d'édition de l'Institut.
Notre pilier est vraiment celui de l'histoire de l'art. Donc comment écrit-on l'histoire de l'art? Qui sont les personnes, également les voix qui contribuent? Comment peut-on rester, à l'échelon également international, pertinent dans des discours qui sont ceux du décolonialisme, ceux du post-genre, ceux de l'intelligence artificielle? Ce sont là des débats auxquels nous sommes également sensibles et dans lesquels nous comptons et continuons d'être agents. Un projet phare dont vous entendrez parler l'an prochain, en 2025, lors de l'année jubilaire, l'année du centenaire de la disparition de Félix Vallotton, est le projet de catalogue raisonné en ligne de toutes les illustrations de Félix Vallotton. Sans doute avez-vous en tête son œuvre peinte, son œuvre très nabie pour commencer, puis ensuite très, je dirais, imprégnée de couleurs et de textures denses. Ce que nous avons ici décidé d'investiguer avec la Fondation Vallotton, c'est tout le travail à une échelle plus réduite, celui des dessins de presse, mais aussi des dessins faits pour des ouvrages plus ou moins narratifs, plus ou moins poétiques, notamment Poil de carotte avec Jules Renard. Et c'est un pan complètement méconnu de Félix Vallotton qui sera rendu visible, rendu palpable, rendu lisible aussi sur un site internet dédié, à vrai dire un catalogue raisonné en ligne. On pourra revenir également sur cette manière d'éditer en ligne, ce que cela requiert. Et l'intérêt étant ici non plus l'œuvre d'art unique, mais l'œuvre d'art multiple. Et donc sa dissémination dans une culture plus générale, celle de la presse, celle aussi des revues, celle aussi d'une culture parisienne très particulière, où justement Vallotton est un personnage très demandé, non seulement pour son aplomb et son incisivité iconographique, imagée, mais aussi pour sa sensibilité de metteur en page. Comme il y a des metteurs en scène, il y a des metteurs en page, des typographes. Et là, nous avons un aspect de Vallotton qui va venir compléter absolument l'image que l'on se fait du peintre, qui est par ailleurs donc critique d'art aussi, illustrateur, graveur. Bref, je peux imaginer que certaines et certains d'entre vous avaient son esthétique bien en tête. En tous les cas, cet aspect d'illustrateur viendra à nouveau consacrer, je dirais, une part de notre attention, de notre appréciation de son travail. À l'écran, vous voyez ici les derniers nés de nos travaux éditoriaux. Ces 3 ouvrages sont ici ce soir également, vous êtes les bienvenus à les parcourir. C'est une collection en laquelle nous croyons beaucoup, une collection d'entretien avec des artistes femmes, doit-on encore préciser la chose, mais qui a pour intention de précisément entrer en matière et entrer dans la lumière des artistes et de l'art porté par les femmes en Suisse, en leur consacrant un espace de parole dans lequel la parole est la leur. Il y a un dialogue, bien évidemment, mais nous souhaitons éviter une position de surplomb par rapport au discours que ces personnes mèneraient. Un discours, justement, qui se veut sensible, qui se veut technique, qui se veut aussi peut-être embrasser l'entier des défis auxquels l'art porté par les femmes est confronté. Il s'agit de la série Onwards, dont les 3 premiers ouvrages ont été consacrés à Isabelle Cornaro, Sylvie Defraoui et Latifa Eshakch. Par ailleurs, avec le soutien, et puisque je suis en Valais, de l'État du Valais pour l'un de ces ouvrages, nous avons là aussi une politique en tant qu'Institut de recherche national que d'être soutenu par le CEFRI, le Secrétariat d'État pour la formation, la recherche et l'innovation. Donc c'est le même organe qui soutient les écoles polytechniques fédérales. Et cet apport-là constitue pour moitié, avec la ville de Zurich et le canton de Zurich, notre soutien, notre opération, je dirais, auprès du pays. L'autre moitié de nos travaux devant s'adresser à des soutiens privés. Donc il y a là une balance quotidienne, là aussi, de faire vivre nos projets de par des partenariats publics et privés. Et ces ouvrages vont s'agrandir cette année dans, à vrai dire, 24 heures.
puisque demain, en librairie, sera disponible l'ouvrage consacré à Pauline Julier, artiste et cinéaste genevoise qui bénéficie actuellement d'une très belle rétrospective, la première d'ailleurs, au Kunsthaus de Aarau. Je vous encourage à y faire un tour. Et nous avons là justement mené un entretien de sorte à faire affleurer le travail de dialogue entre l'objet filmé, l'objet politique, l'objet écologique et bien sûr un travail plus pictural. L'ensemble de ces questions sont contenues dans l'ouvrage intitulé « L'inscription de l'image dans une rétine collective ». Puis au mois de novembre, la collection s'agrandira encore avec un entretien, cette fois-ci en allemand et en anglais, avec René Lévy, dont le travail peut-être n'est pas tout à fait à présenter, mais qui est une artiste suisse d'origine turque, qui est sans doute l'une des principales figures de l'art, d'ailleurs mural également, de l'art visuel, mais qui a un travail architectural également, d'œuvres pour l'architecture, donc un travail in situ, absolument phénoménal, et qui bénéficie là aussi d'une belle rétrospective, je crois, dans 2 semaines à peu près, au Palais de Tokyo à Paris. Continuons, si vous voulez bien, en entrant à nouveau dans d'autres aspects de notre travail à l'Institut. Vous avez ici quelques documents, on va les passer assez rapidement, qui proviennent du fonds d'artistes de Charles Blangati, qui était un artiste musicaliste, c'est-à-dire doté de synesthésie, de mélange d'essence entre la musique et le visuel, et qui a consacré sa vie à ce dialogue-là, à cette porosité-là, et vous le voyez ici à l'écran, aussi bien à l'échelle picturale, à l'échelle d'un tableau, ici l'orchestre, qui date de 1932, qui est conservé au musée d'art depuis, que des travaux pour la projection. J'entendais tout à l'heure les différents événements qui ont lieu en salle de cinéma. Charles Blangati a été l'un des précurseurs du cinéma d'animation au tout début du XXe siècle. Et nous disposons de ces archives qui sont constituées aussi de brevets, de dessins techniques, comme vous voyez ici, pour un écran chromophonique. La prochaine image est celle d'une partition faite au pastel, qui là aussi cherche à créer le dialogue entre une image filmique, et puis un son et des partitions musicales. Donc il y a là vraiment tout un travail que l'on peut appeler d'esthétique scientifique, qui appartient d'ailleurs à une époque, fin 19e, début 20e. Ici, Charles Blangati a été actif peut-être dans les décennies qui ont suivi, mais il se réclame vraiment de ce mouvement tout à fait interdisciplinaire, qui a vraiment connu son épanouissement dans le terreau européen au tournant du XXe siècle. On peut continuer avec ici un autre aperçu d'une lettre, la prochaine, d'une lettre reçue par Charles Blangati par l'entremise du bureau parisien de Walt Disney, puisque dans son effort de dialogue, de résonance entre le son et la musique, s'était trouvé tout à fait inspiré, et même peut-être un tout petit peu envieux, de Fantasia, qui était, vous le savez sans doute, un moment absolument clé dans aussi la culture visuelle, je dirais européenne, en tout cas occidentale, pour ce qui est de cet ajustement entre le son et l'image. Et lui avait imaginé pouvoir collaborer avec Studio Disney, ce qui malheureusement n'a pas pu se faire. Mais en tous les cas, il y a des lettres, des aspects justement de ces coulisses, des efforts et des démarches des artistes dans les archives suisses de l'art que nous conservons. À droite, c'est un morceau justement de film qui peut-être est à la limite aussi du type d'objet que nous conservons, puisque je le disais tout à l'heure, notre accent est vraiment sur l'objet papier, sur les objets et les documents dits manuscrits. Que deviennent les archives suisses de l'art? Un exemple, c'est celui d'un projet de recherche mené par l'ECAL, c'était en 2014, avec des artistes en formation qui se sont présentés chez nous pour rechercher et pour donner vie
à ce que ces questionnements de Charles Blanc-Gatti avaient d'inédit à une époque, et surtout pour comprendre peut-être en quoi ces questions autour de la musique et de l'image avaient encore cours aujourd'hui. Et ce projet de recherche a donné lieu à une exposition à l'ELAC, puis également un ouvrage critique dont les essais font, je dirais, l'état des lieux de ce type de travail. Et puis, d'une exposition complémentaire en 2016 au Musée d'Art de Puy, où là, le curateur, M. Julien Fronsac, a mené une enquête auprès de la génération actuelle, contemporaine, des artistes liés à la scène romande, pour ce qui est justement de ces mêmes questions. Donc cela vous donne un aperçu de comment une archive qui constituait de, je crois, 7 boîtes d'archives à Lausanne peut grandir, peut fleurir et donner lieu à des évaluations critiques, des évaluations contemporaines de débats qui ont été menés il y a bien plus longtemps. Je continue avec un autre fonds d'artistes, celui d'Arthur Jobin, un artiste vaudois, membre et à vrai dire membre fondateur du Collège vaudois des artistes concrets, donc un pendant roman. On est là vraiment dans une histoire régionale, suisse et régionale, un pendant roman donc des constructivistes et des artistes concrets, pardon, de Zurich. Donc il y avait une démarche ici très forte en abstraction du côté d'Arthur Jobin, qui s'est également intéressé aux emblèmes par ailleurs amérindiens, et a touché à des médiums très différents, que ce soit la lithographie, que ce soit la peinture ou encore le textile. Je l'ai incluse avec une captation d'écran à dessin pour vous donner un aperçu également de comment tout un chacun, toute un chacune peut s'emparer et aller investiguer dans les ressources qui sont mises à disposition par l'Institut, ici en ligne, puisque notre portail de recherche est, à vrai dire, le reflet de cette fameuse matrice dont je parlais tout à l'heure, donc de cette base de données. Le portail de recherche renseigne en effet sur des données biographiques, des données aussi de conservation liées à des fonds d'artistes, et permet aussi bien aux journalistes qu'aux curateuristes, qu'aux artistes, qu'aux historiennes et historiens de l'art, qu'aux amateurs, qu'aux curieuses et curieux, de se faire une idée de l'apparence et de la vitalité de la scène suisse artistique. Ceci par d'autres moyens également, peut-être plus, je dirais, orientés pour la recherche. Vous avez ici également un aperçu d'un moteur tout particulier dévolu exclusivement aux archives suisses de l'art, qui permet des recherches croisées. Donc si vous avez des dates en tête ou un type de médium en tête et que vous aimeriez voir peut-être même reconstituer finalement le résultat de ces quelques données, cela est possible, cela se fait d'ailleurs régulièrement via le portail de recherche et ce moteur-ci de base de données pour les archives. On peut passer à la prochaine, en effet, voilà l'aspect, comment dire, tout à fait tangible d'un travail numérique. Donc les deux sont constamment, se nourrissent constamment et qui requièrent là aussi, de la part de l'Université de Lausanne, eh bien, des garanties pour ce qui est de la conservation. Les archives papier ont besoin d'une température, d'une humidité particulière, tout comme toute collection d'objets précieux. Et l'université nous l'assure, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous y sommes bien. Continuons peut-être avec un autre aperçu de fonds d'archives. J'irai ici peut-être sur d'autres aspects. Ces fonds d'artistes peuvent être monographiques. Donc, admettons qu'un chercheur ou une chercheuse s'intéresse à une personne, elle y trouvera des documents précieux, mais admettons que quelqu'un s'intéresse peut-être à la société d'une époque, aux personnes, à la collectivité, à peut-être pourquoi les artistes femmes n'ont pas eu autant de visibilité ou autant de moyens éditoriaux, expographiques, financiers. Eh bien, cet aspect-là plus sociétal peut aussi être renseigné par nos archives, par un fonds ici en particulier, qui est celui de la Société suisse des femmes artistes,
c'est une carte de membre que vous avez à l'écran avec une dénomination légèrement différente, femmes peintres, sculpteurs et décorateurs. Vous apprécierez l'écriture épicène et qui justement rend compte de quels sont les indices, quels sont les éléments tout à fait tangibles qui expliquent une situation sociale plus large. Si l'on continue, ces fonds sont également très dotés en photographie, en tirage, donc en renseignements purement historiques également, qui permettent une appréciation là également d'un contexte plus large. Il y a également des papiers type des règlements de la section ici neuchâteloise de la société. Donc ces ensembles, ces rassemblements étaient aussi codifiés. Donc il y avait des efforts très concrets qui sont d'ailleurs poursuivis à différents échelons aujourd'hui. Cela permet aussi de se rendre compte que, par exemple, la tentation serait grande de dire qu'une époque contemporaine du XXIe siècle est la première, ou plus ou moins, ou en tout cas mène de front des débats autour de la parité. Non, il y a des efforts tout à fait tangibles et tout à fait retraçables qui ont été menés par des générations précédentes. Rien ne vient de rien. Et nous avons là aussi des appuis tout à fait visibles de cet effort collectif. Celui-ci peut prendre également la forme d'affiches. Donc cela vous donne un petit aperçu, merci beaucoup, du type d'objets insolites qui peuvent se retrouver aussi bien dans des expositions, ce sera le cas dans une dizaine, même pas, une semaine, très exactement une semaine au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, où un fonds d'artistes conservé à l'antenne romande de l'ISEA, celui de André Tomasini, sculpteur et marbrier, fera l'objet d'une exposition à l'espace Focus, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, mais typiquement ce genre d'objets qui peuvent paraître peut-être secondaires aux yeux de certaines ou de certains, sont en fait des renseignements tout à fait précieux, tout à fait éclairants d'une personne ou d'un parcours. Et un aperçu également ici de ce avec quoi, la matière avec laquelle nous travaillons lorsque l'on se rend parfois dans les ateliers d'artistes, dans les demeures, dans peut-être les caves ou les greniers, où justement une classification par l'artiste a déjà eu lieu. C'est le cas ici de Muriel Olesen et de Gerard Minkoff à Genève, mais une classification qui sera revue pour nos besoins et pour les besoins aussi de la postérité. Nous avons là des standards qui sont des standards internationaux de classification qui permettent une recherche, qui permettent de recouper des informations. Et ce traitement des données commence avec des fichiers cartons, avec des documents papier pêle-mêle, comme vous le voyez ici à droite, en effet des cartons de bananes, qui très souvent sont l'épicentre de travaux artistiques ou de mémoire artistique tout à fait durable. Ceci est consigné, ou je devrais dire plutôt nos conseils sont consignés dans l'ouvrage que vous avez à l'écran, je le mentionnais tout à l'heure. Et également, on peut passer à la prochaine diapositive, je le disais, sur le portail de recherche de l'Institut. Voici à quoi il ressemble. C'est un portail gratuit qui ne requiert aucun abonnement, aucune inscription, aucun mot de passe. C'est quelque chose qui vous est proposé et qui est nourri, là aussi, d'un travail quotidien à l'Institut, en 4 langues, devrais-je préciser. Il y a donc un effort de traduction, de couvrir un terrain, de répondre à des interrogations nationales et internationales pour ce qui est de la production suisse en art. Vous voyez ici peut-être également les contenus, dictionnaire Sicart à droite ou au centre, catalogue raisonné et collection et projet. Entrons-y volontiers avec la prochaine diapositive, où là, c'est le dictionnaire Sicart qui est présenté avec des critères de sélection. Souvent, on nous pose la question de comment choisissez-vous, comment passez-vous au crible les artistes qui entrent ou non dans votre dictionnaire. Eh bien, ces critères sont tout à fait transparents. Il y a un certain nombre d'expositions monographiques à partir desquelles nous saisissons des articles. Ces articles sont confiés à la communauté on va dire scientifique ou curatoriale
spécialisée en l'artiste. Cela est relu, rédigé par une rédaction trilingue à Zurich, à Lausanne et au Tessin, dans un effort là aussi de parité et un effort surtout de reflet d'une activité professionnelle en art. Et je précise peut-être que tout artiste en formation qui bénéficie au sortir de l'école d'art, admettons, ici à l'EDA, ou à l'ECAL ou à la HED, d'une première exposition, eh bien, cette personne sera identifiée. Elle le sera d'ailleurs en sous-marin. Mais dès l'instant où il ou elle reçoit des expositions, et en particulier des expositions monographiques avec publication, un article pourra lui être dédié. Puis en général, on parie, à vrai dire, le pari n'est peut-être pas de notre côté, c'est surtout du côté de l'artiste et des musées, mais on imagine et on observe qu'un élan peut être alimenté et que cette personne va bénéficier dans 1, 2, 3 années d'une prochaine exposition, d'autres publications. Et donc, la visibilité, ce qu'on appelle la réception de l'artiste, sera reflétée dans le type d'article qu'il ou elle recevra. Il y a les articles courts au début, qui s'allongent selon l'actualité et qui sont portés à plus de 10 000 signes. Donc ce sont des articles de plusieurs pages lexicographiques qui renseignent vraiment sur l'activité de l'artiste. On peut passer à la prochaine diapositive, où là aussi, vous avez un aperçu des catalogues raisonnés en ligne. Certains existent également sous forme papier. Eva Epli, Kuno Amiet, Aloïse Corba, Martin Diesler, Augusto Giacometti, Ferdinand Hodler, Niklaus Manuel et Markus Retz, dont justement le catalogue raisonné numérique et papier est paru l'an dernier. C'est un catalogue raisonné sur son œuvre sculptée, ou il faudrait dire tridimensionnelle, et donc une œuvre qui nécessite un passage dynamique, un mouvement autour, une forme de perception par la danse de son objet. Et il est clair que le médium numérique, l'écran, le film, est le médium parfait pour rendre compte de ce travail-là. Le papier ne saurait le faire. Le papier est insuffisant à ce moment-là. Donc l'Institut a vraiment à cœur de choisir le médium le plus à même de rendre compte de l'intention et de l'effort de l'artiste. Avec un aperçu justement de ce catalogue raisonné en ligne Markus Retz, qui donc permet également, selon les œuvres, de lire un film et de saisir toute la poésie de Retz par le mouvement. Dans la prochaine diapositive, merci, il y a ici une liste des autres ressources de l'Institut. Je les passe rapidement en revue. Les archives suisses de l'art, je crois que nous en avons suffisamment parlé. La Biennale de Venise est un projet, quant à lui, mené avec Pro Helvetia depuis 2013 et qui cherche à documenter de manière détaillée, de manière photographique en particulier, la représentation suisse à la Biennale de Venise depuis la constitution de la Biennale. Donc là, c'est un travail vraiment, je dirais, de mémoire collective, de mémoire institutionnelle aussi, à l'échelon de la grande foire internationale d'art. Un fonds photographique aussi qui mérite d'être relevé, celui de Maria Netter, qui documente, elle était photographe, qui documente la scène artistique du milieu du siècle, en particulier alémanique, et qui avait un travail, je dirais, similaire peut-être à celui de Egon von Fürstenberg pour ce qui est de la scène plus genevoise ou plus romande, vraiment une forme de mémoire, de captation de ce qui se fait autour des expositions dans une région en particulier. Passons à la prochaine diapositive. Prochain slide, merci. C'est un aperçu pour les personnes qui peut-être ne fréquentent ou n'utilisent pas encore ces cartes, de justement à quoi ressemble un article. Ici, sur Muriel Olesen, il est bien sûr question d'images en mouvement. En tant qu'une des pionnières d'art vidéo en Suisse, il y a là certains aperçus, d'autres sont des images fixes, bien sûr, et puis un article qui va, dans la partie supérieure également,
rendre compte des croisements avec d'autres artistes, Eva Epli par exemple, ou Markus Retz. Voilà, il y a vraiment un aperçu, je dirais, très concomitant et de l'ordre de la pollinisation que le portail de recherche permet. Si nous passons à la prochaine diapositive, nous verrons là aussi d'autres éléments, d'autres aperçus des outils de recherche qui sont donc à disposition pour les archives suisses de l'art et puis pour effectuer des recherches avancées. Arrivons à la dernière, quasiment dernière, pas tout à fait, mais à ce retour justement d'une figure, d'une œuvre qui fait écho au début de mon propos. Cette pièce manquante, sans doute, est-elle le moteur, l'élan qui nous anime à l'Institut, qui est d'amener justement ce qui manque pour faire une image complète, pour se faire une image complète de l'art en Suisse. Et cela peut paraître parfois très modeste. C'est une pièce sur l'échiquier, c'est une pièce dans le Pulse, mais sans elle, l'image est peut-être autre. Je ne veux pas la qualifier en termes de complet ou d'incomplet, mais l'Institut a cette mission que de porter, que de nourrir une image aussi complète et aussi dense que possible. Je le disais, peut-être je termine sur ces aspects plus d'actualité avant de passer à la discussion avec vous, avec Madame Ballin bien sûr, mais avec le public aussi. Je vous invite très cordialement à venir à Lausanne jeudi prochain pour le vernissage de cette exposition sur André Tomasini, Une vie à sculpter, ou du moins de vous y rendre jusqu'au mois de janvier prochain. C'est là vraiment le fruit d'un labeur très intéressant entre le musée, les archives à Lausanne, qui donc sauvegardent cette archive d'André Tomasini, et puis la relève en histoire de l'art. On pourra peut-être aussi en parler. Notre mission, ça a été mentionné tout à l'heure, est aussi de former les historiennes et les historiens de l'art d'aujourd'hui, de demain, et de leur donner les clés à la fois techniques, à la fois conceptuelles, pour mener ce type de travail. Et je terminerai en vous remerciant de votre attention, avant tout, et de vous inviter là aussi à feuilleter le moment venu et à lire et à remettre en d'autres mains aussi les ouvrages de la collection Onwards. Le premier qui paraîtra donc dès demain sur Pauline Julier et le second pour cette année sur René Lévy. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravie de vous retrouver ce soir. Je tiens à me joindre aux remerciements de Sarah pour François et Michel et toute l'équipe de Swiss Med Culture. Je remercie évidemment également les membres du comité qui sont là. Je remercie Jeannette et Robert. Je remercie aussi les responsables de la Fondation Opal qui nous reçoivent ce soir. Merci de votre accueil. Ce soir, si vous le voulez bien, on va partager les questions. Si vous êtes d'accord, Sarah, j'en poserai quelques-unes et ensuite, mesdames et messieurs, vous aurez la possibilité de poser des questions à Sarah. La première question que je souhaite vous poser, c'est que représente l'art pour vous, Sarah, et quelle est l'importance de l'art suisse sur la carte artistique internationale? Deux questions dense et intense. Que représente l'art pour moi? Sans doute un espace de poésie, avant tout, mais aussi de positionnement politique. Puisque l'art ne se fait pas dans un vase clos ou dans un studio fermé, mais bien en rapport avec une actualité, avec d'autres communautés, avec aussi d'autres formes. Je pense que je perçois et j'écoute et je regarde l'art justement par tous ces sens-là, et en particulier par une forme, je dirais, temporelle. J'ai un regard sans doute temporel, non pas historique, à ne pas confondre avec un regard historique, même si je suis historienne, mais je m'intéresse à ce que l'art porte de dynamique
à nouveau pas dans son sens creux, mais dans son sens réel, c'est-à-dire comment le mouvement, par exemple, d'un geste sur une toile ou le façonnage d'un marbre recèle ou dit d'une composante corporelle de l'art. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une âme artistique? Je ne sais pas si je suis la personne qui peut y répondre, peut-être mes proches sauraient mieux le dire. Si artistique signifie sensible et attentive aux résonances entre les médiums, entre les défis, entre les possibilités de personnes physiquement aptes à différents degrés, culturellement visibles à différents degrés, alors oui, j'ai une âme artistique. Est-ce que vous avez une âme créatrice, artistique? Est-ce que vous avez eu envie, à un moment donné, puisque vous côtoyez des artistes, de vous dire « je me lance » ? Je pense que oui. Je me suis posé cette question enfant ou jeune adolescente dans la pratique de la danse. Je me suis posé cette question, est-ce que je continuerai à un moment ou à un autre dans cette filière et pas d'ailleurs qu'à l'enfance, ça me revient maintenant à l'âge adulte, pratiquement, au moment aussi de se décider entre un parcours académique, universitaire, avec sans doute des longues études devant moi, ou de tenter le coup dans une école de danse. Et en effet, j'ai auditionné à l'âge de 19 ans, je crois, ou 18 ans, au Laban Center de Londres, au centre Laban, qui est aujourd'hui aussi affilié au Conservatoire de musique de Londres. Et ça avait été un moment pivot, vraiment, puisque l'intérêt, l'amour que j'ai pour le mouvement, pour la danse en particulier contemporaine, mais de loin pas exclusivement, m'avait fait entrevoir cette possibilité assez sérieusement. J'ai été admise, mais j'ai choisi de m'inscrire à l'université. Alors, qu'est-ce qui a fait basculer, au fond, votre choix? Alors là, c'est assez simple, puisque je crois que j'avais en tête une forme de durabilité, de durée. C'est-à-dire qu'une carrière en danse est plutôt courte. Et si déjà on entre à un âge avancé, celui de 18 ou 19 ans, c'est un âge avancé, dans une filière de formation, on a juste quelques années devant soi pour créer, pour interpréter. Et ensuite, le corps, déjà, lui, toujours, vient nous rappeler l'horloge et vient nous rappeler aussi que voilà, il y a d'autres jeunes pousses qui ont d'autres choses à dire et mieux. Et donc l'université a représenté, ou il faudrait dire, parce que ce n'est pas l'université en tant qu'institution qui m'a intéressée, mais la liberté de recherche. Pour moi, ça constituait un terrain beaucoup plus large, beaucoup plus durable. Et je crois que là, on tient aussi une passion, une forme de pilier de mon intérêt et de mon activité à l'Institut, qui se fait en équipe. J'ai une équipe de 6 personnes à Lausanne, nous sommes 6, où là, le travail est toujours de se dire que pouvons-nous dire autrement, comment pouvons-nous amener à la fois une vérité historique, la cadrer par rapport aux faits, par rapport à ce qui existe, à ce qui nous a précédés, mais aussi comment pouvons-nous faire bouger les lignes dans le propos, dans l'appréciation, dans aussi les formes que l'on met à disposition du public. Alors, vous côtoyez beaucoup d'artistes suisses. Quelle est pour vous la place, au fond, de l'art suisse, comme je le disais tout à l'heure, sur la carte internationale? C'est une question piège. Pourquoi est-elle difficile à envisager? C'est qu'il faut peut-être poser les critères ou les paramètres ou les lunettes par lesquelles on regarde l'art. Admettons que l'on prenne le travail de Sylvie Defraoui, qui pour moi est sans doute une des représentantes principales de l'art vidéo en Suisse, mais aussi au-delà de nos frontières.
qui a œuvré avec Chérif Defraoui à Genève, dans le milieu pédagogique et artistique d'ailleurs, pour ce qui est des médias mixtes, et qui a quelque part, non pas de manière directe, mais a été un terreau, a créé un espace aussi d'expérimentation très utile pour d'autres générations, et qui peut-être sans qui, justement, un travail des Olesen Minkoff ou même de Pippi Lotterist n'aurait peut-être pas la même contextualisation. On peut toujours jouer justement à ce genre d'histoire révisionniste, donc c'est que moyennement intéressant, mais pour moi, cela pose quand même la question d'un microcosme. À l'échelle mondiale, on peut juger de la Suisse comme étant un microcosme plutôt protégé, plutôt privilégié. Pour ce qui est aussi des ressources, il ne faut pas le sous-estimer, des ressources matérielles pour faire de l'art. Les écoles d'art suisses ont des moyens, des studios, des matériaux qui permettent aux artistes inscrits, aux futurs artistes inscrits d'expérimenter à peu près tout. Si l'on prend en comparaison une école d'art sud-africaine, on n'aura pas les mêmes moyens, donc il y aura d'autres ressources que les personnes iront chercher. Je sais que j'esquive peut-être un tout petit peu votre question, mais sans doute juste pour éclairer autre chose, qui est de dire que le ranking de l'art suisse est difficilement appréhendable sur le même pied que l'art qui serait issu d'autres pays, d'autres continents. Mais est-il visible? Est-il assez visible sur la scène internationale? Je trouve que oui, absolument. Des foires d'art que l'on n'a pas besoin de nommer ici, mais qui sont celles de Genève, de Bâle, de Zurich aussi, d'une certaine manière, ont leur rôle, certainement. Des galeries également très puissantes au niveau international. Je pense à Hauser und Wirth, qui ont un travail quasiment parfois à l'échelon du musée, en tout cas pour ce qui est des propositions d'exposition. Je peux aussi penser à nouveau à des alliances, à des alliances d'écoles, de milieux scientifiques, de moyens de politique culturelle. Pro Helvetia, par exemple, mais d'autres aussi, des moyens privés qui, je crois, œuvrent de manière extrêmement dynamique et pertinente à ce que cette visibilité se fasse. À l'Institut, nous venons compléter à nouveau cette pièce, cet ensemble, avec un travail peut-être plus dans le long terme, qui a le luxe aussi, qui se donne les moyens de la recherche, qui n'est pas celle de la mode ou de la fortune, de la bonne fortune, j'entends par là la fama, enfin l'écho, la résonance peut-être passagère. Alors, est-ce qu'on peut découvrir un artiste en Suisse, puisque c'est le cas qui nous occupe ce soir, qui n'ait pas forcément fait des études d'art? Quelqu'un qui, tout à coup, vous vous dites, mais cette personne, elle n'a pas suivi un cursus, mais elle a ce plus qui fait qu'il ou elle est un artiste. Est-ce que ça vous arrive de découvrir de telles personnalités? Alors peut-être pour préciser, c'est une très bonne question du point de vue aussi de nos activités. Nous ne sommes pas des scouts à l'avant de la ligne qui avons nous ne sommes pas des éclaireurs ou des éclaireuses au sens premier du terme. Nous documentons et nous recevons ce que la réception, c'est une forme de réception de la réception, de ce que d'autres institutions ont déjà remarqué, ont déjà trouvé. Justement cet artiste-là, autodidacte, admettons, qui n'est pas au bénéfice d'une galerie, qui peut-être pratique un travail proche, admettons, de l'art brut ou autre, mais qui est extrêmement eh bien déjà enthousiasmant, visuellement stimulant ou tout simplement aussi poétique. Si quelqu'un a déjà trouvé cette personne et s'en fait l'écho dans une institution ou dans un média, alors l'Institut
sera le radar. En fait, c'est peut-être ça la métaphore, c'est que l'Institut est une forme de radar de ce travail-là, que nous encourageons, enfin que nous permettons justement de par la visibilité que nous y amenons. J'aimerais croire que nous encourageons en fait justement les éclaireuses et les éclaireurs. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes femmes. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez une certaine parité entre des artistes hommes et des artistes femmes, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont encore un peu de difficulté à percer, à être invitées, à organiser ou à faire partie d'expositions? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une différence au niveau de la visibilité des femmes? Alors oui, la réponse rapide et franche est oui. Il y a encore un travail à nouveau quotidien de vigilance, d'attention qui doit être mené par tous les partenaires, tous les actrices du milieu, mais aussi ceux, je dirais, attenants, les médias justement, les soutiens financiers, les soutiens culturels, le public également. Tout à l'heure, en préparant aussi cette rencontre, j'ai mentionné ce chiffre qui était sorti d'une étude menée par l'Université de Bâle et puis, j'oublie le deuxième partenaire, mais qui est paru lors du cinquantenaire du suffrage féminin en Suisse. C'était le fruit d'une étude dans les milieux de l'art visuel, mais aussi de scène, et aussi, je crois, la littérature. Et plusieurs institutions ont participé à ce travail d'enquête. Et là, le chiffre d'un petit 20-23% de mémoire était articulé pour ce qui est de la représentation féminine dans les expositions, dans les musées suisses. Cela signifie concrètement qu'on est dans un rapport de 1/5 ou 1/4 lorsque l'on prend de manière horizontale la représentation féminine. Et pourquoi est-ce que c'est important? Et là, on comprend aussi peut-être le rôle de l'Institut. Je mentionnais tout à l'heure que lorsqu'on documente dans le dictionnaire SICART l'activité artistique suisse, il y a des critères. L'un des critères, c'est la parution d'un ou de plusieurs ouvrages monographiques consacrés à une ou un artiste. Or, ce que l'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins d'expositions, pour plein de raisons, on peut là aussi entrer dans les détails, consacrent ou accompagnent les expositions monographiques d'ouvrages. Donc c'est là où la responsabilité éditoriale est forte, puisqu'une institution comme la nôtre requiert cette reconnaissance éditoriale. Mais si les musées n'ont pas les moyens, ou les centres d'art n'ont pas les moyens, ou ne se donnent pas les moyens, ou ne reçoivent pas les moyens de publier aussi sous forme papier, ça a un coût certain, eh bien la résonance sera autre. Donc on est vraiment dans cette systémique de la réception. Donc, une série comme Onwards, d'autres élans, d'autres initiatives qui existent depuis bien plus longtemps que celle-ci, font le pari qu'il y a des angles morts dans la réception, dans la manière dont on parle de la production portée par les femmes en Suisse, et qu'à cela, des remèdes tout à fait pratiques sont nécessaires, qu'une forme de masse critique aussi, d'ouvrages, de temps consacré, d'espace consacré dans les colonnes de journaux, est absolument capitale pour ce qui est d'une réception paritaire. Donc, on peut dire au sens large qu'une volonté politique, entre guillemets, est nécessaire pour effectivement promouvoir la visibilité de femmes artistes. Est-ce que lorsqu'on évoque le marché de l'art, par exemple, est-ce que les femmes, et là je vais utiliser un mot que je n'aime pas du tout, mais qui rend bien l'idée, est-ce que les artistes femmes sont bankable ou pas forcément auprès effectivement de certains marchands d'art?
À nouveau, je pense que peut-être une personne dans le milieu commercial de l'art pourrait y répondre mieux encore, mais je vais apporter mon avis. J'aimerais reformuler en fait la question parce que j'ai l'impression que la question du bankable porte préjudice à la manière dont on regarde l'art. Et que, en effet, il y a derrière cela, et cela recoupe peut-être aussi le travail de l'Institut, une forme d'éducation. Une forme d'éducation du regard, mais aussi d'éducation des attentes, de ce qui est valorisé ou non, de ce qui est entendu ou non, ou ce qui peut aussi être apprécié selon une autre temporalité. Est-ce qu'on a, par exemple, le temps, l'intérêt de passer 50 minutes devant un film de Pauline Julier, ou est-ce qu'au contraire, on préfère un impact peut-être plus tonitruant ou plus immédiat, on va dire une forme de retour sur investissement oculaire. Eh bien, j'ai envie de dire, cela dépend bien sûr des décisionnaires. Et peut-être là, on arrive sur un aspect qui est la production portée par les femmes, je pense, ne diffère pas intrinsèquement de la production portée par les hommes. Je ne réfléchis pas dans cette manière binaire, personnellement. Par contre, je pense qu'il y a un travail peut-être dans l'appréciation et dans ce que l'on affixe comme qui a le pouvoir aussi, qui a le pouvoir de décider, qui a le pouvoir de promouvoir, et que cette notion-là doit aussi être questionnée, réouverte. Peut-être les milieux de la recherche sont plus lents au sens noble du terme, c'est-à-dire que l'on prend le temps d'ouvrir ces termes-là sans que ce soit financièrement très justement bankable, parce que nos projets de recherche prennent du temps et qu'ils coûtent. Mais je veux croire que justement les perspectives que l'on offre sont celles d'une remise en question plus ou moins constante. Et pour ce qui est de l'art porté par les femmes, j'aimerais qu'un jour on puisse ne plus en parler dans ces termes-là et qu'il y ait une manière de parler d'art, d'artiste, sans que l'on s'inquiète de l'épithète, enfin du qualificatif. Cela vaut d'ailleurs aussi pour d'autres communautés, pour des communautés non occidentales. Nous sommes dans une institution aussi consacrée à l'art aborigène, dans un milieu valaisan. Enfin, il y a là, je dirais, un effort aussi d'aller à nouveau dans les interstices, de peut-être donner à voir tout simplement d'autres formes et de les porter dans des espaces de décision. À quelque part, un musée, une fondation est un espace de décision, est un espace où un avis ou un ensemble d'avis a déjà été fait. Et qui a ce pouvoir-là a une responsabilité formidable de faire bouger les lignes. Pouvoir, mais aussi audace, comme la Fondation Opal, justement, qui a cette audace de proposer des artistes venus d'un autre espace, d'un autre continent. Donc, audace et pouvoir. Absolument. Peut-être que, puisque nous avons un qualificatif suisse ici, on peut se permettre aussi de se poser la question d'une forme de culture helvétique, de la recherche, de l'art, de la politique culturelle, de la diplomatie également. Peut-être que l'aspect de culture du précédent reste un aspect encore assez dominant. Si ça a été fait, super, on vous donne ce que vous demandez. Si ça n'a pas été fait encore, cela dépend des milieux, mais on sera prudent, peut-être d'ailleurs à raison. Mais cette audace, justement, elle se négocie là. Et je peux et je dois absolument ici simplement rendre compte du fait que sur mon parcours et avec les personnes avec lesquelles je travaille actuellement, à l'Institut, mais aussi à l'université, aussi dans mon équipe, aussi dans une forme de
formation personnelle, intellectuelle, j'ai eu la chance de collaborer avec des personnes qui constamment disent « Ok, allons-y, essayons », avec plus ou moins de prudence là aussi, mais en tout cas sans peur. Et je crois que cet aspect-là aussi vaut pour la question du genre, vaut pour la question de « mais ce n'est pas un problème que d'aller ouvrir la fenêtre ou la lumière dans un autre étage de l'histoire de l'art, dans un autre étage du bâtiment, et de dire on n'éteint pas la lumière dans les chambres dites masculines ou dans le récit androcentré, mais on va allumer encore ailleurs, et cela va compléter, tout simplement. C'est cet aspect-là aussi, de compléter, et j'ai également cette perspective, pour revenir à votre toute première question, de compléter l'image avec une histoire intégrative qui complète et qui repose aussi sur l'histoire de la danse, l'histoire du théâtre, l'histoire voilà, de la musique, enfin des aspects temporels qui ne sont pas forcément tout de suite compris par la mission pour les arts visuels. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot « public ». Si vous êtes d'accord, nous allons passer la parole au public pour qu'il puisse compléter les questions, vous poser des questions si vous êtes d'accord. Il y a un micro qui circule. Je voudrais savoir pour les galeries, le rôle des galeries avec justement pour promouvoir un artiste. Est-ce que ce n'est pas considérable, ce n'est pas eux qui font ou défont la notoriété d'un artiste, leur décision? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a là une dynamique de famille, de loyauté peut-être aussi, et très certainement les galeries qui constituent un ensemble d'artistes le font avec des responsabilités qui sont celles justement de porter et de produire d'un point de vue expographique, mais aussi d'un point de vue éditorial, les supports nécessaires à une réception et à une durabilité de l'artiste. C'est aussi un pilier je dirais, ça a été posé tout à l'heure, cette question de la place helvétique. Très certainement, les moyens et la densité des galeries d'art en Suisse fait que la Suisse est un lieu absolument capital, central pour la circulation des œuvres, mais aussi pour la circulation des récits de l'art. Est-ce que ce n'est pas par les galeries que le choix se fait? Ils décident que celui-là... Certes, oui, mais pas exclusivement. À nouveau, c'est un système. À nouveau, on est dans une histoire, une approche presque sociologique, c'est-à-dire qu'une galerie seule ne peut pas, à elle seule, créer ou défaire une réception. Ils n'ont, à mon sens, pas un pouvoir omnipotent, même si on peut, selon lesquels, se poser la question, mais les institutions muséales, la recherche aussi en histoire de l'art a son mot à dire. Bonjour, moi j'aurais 3 questions très pratiques. La première, vous parliez des ayants droit. Oui. Est-ce que vous organisez des formations pour les ayants droit, ou d'une façon générale, est-ce que vous organisez des formations? Deuxième question pratique, vous parliez de votre dictionnaire. Est-ce que le dictionnaire concerne des artistes suisses, ou est-ce que c'est aussi par exemple un artiste américain qui a exposé en Suisse? Ou est-ce que vous auriez des publications, par exemple, d'un artiste anglais qui a exposé uniquement en Angleterre? Ou est-ce que c'est uniquement, faut-il qu'il y ait un rapport avec la Suisse? Troisième question, vous parliez aussi de votre laboratoire d'analyse de pigments ou de liants, ou j'imagine radiographique. Quels sont vos moyens en ce domaine? Merci beaucoup pour votre question. La première question, qui est celle de la formation, des ayants droit en particulier. Le mot formation est trop fort, mais nous avons un centre de conseil sur les successions d'artistes. C'est aisément retraçable sur notre site internet, au travers aussi de l'ouvrage ici. Et je crois savoir que toute demande qui émanerait par exemple de la Suisse romande est traitée par nos collègues relayés à Lausanne puis à Zurich,
Et que là aussi, si une rencontre en personne est nécessaire pour répondre à des questionnements, c'est tout à fait possible. Nous avons donc ce rôle de conseil, de lieu de conseil. Donc ce n'est pas proprement parlé une formation. Ce qui s'en approche, c'est ce petit manuel. Voilà. Pour la question du dictionnaire et de la nationalité des artistes, c'est une très bonne question. En effet, notre mission est celle du patrimoine helvétique, donc constitué au sortir, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, de la Seconde Guerre mondiale. L'Institut suisse pour l'étude de l'art avait pour mission de préserver la production artistique, le patrimoine artistique suisse en cas de conflit armé. Donc dans les statuts de la Fondation, dans les statuts de l'Institut, il y a vraiment cet aspect-là, très lié, alors pour le coup, à l'actualité politique. Et donc, les artistes qui sont répertoriés dans notre dictionnaire ont soit choisi la Suisse comme lieu de domicile plus ou moins permanent, de formation aussi, mais également, on parlait de galeries, sont-elles représentées par des galeries suisses? Ont-elles une fréquence d'exposition dans des lieux muséaux, autres, institutionnels, helvétiques? Cela font partie des critères, cela sont les critères de notre saisie dans le dictionnaire SICART. Cela signifie que oui, un ou une artiste anglaise établie en Suisse depuis X années et avec X expositions et publications aurait sa place dans SICART. Tout à fait. Inversement, une personne née en Suisse, mais qui mène une carrière depuis, là aussi, 1, 2, 3 décennies à l'étranger. Je pense par exemple à un exemple très concret, et je n'ébruite pas de secret à ce sujet, mais la sculptrice artiste Carol Bove est née à Genève, mais accomplit depuis, je crois, ses 20 ans, grosso modo, ou ces années-là, sa carrière aux États-Unis. Et c'est une personne d'ailleurs qui vient de curater une exposition au Carpenter Center à Harvard, à Boston, et qui n'est pas répertoriée dans SICART. Nous l'avons identifiée il y a de longues années, mais de par son parcours, puisque nous les suivons, c'est pas que nous prenons une information et qu'elle vieillit, elle croupit à quelque part dans une base de données, on continue, il y a toujours une veille, etc. La machine, à nouveau, permet aussi de veiller. Mais là, justement, c'est un exemple inversé, où nous ne saisissons plus son actualité expographique. Et la troisième question, il va falloir que vous me la répétiez, je m'excuse. C'était sur les moyens dont vous disposez en termes de laboratoire. Voilà, tout à fait. Peut-être juste par quoi est-ce que... qu'entendez-vous par moyens? Financiers, de machines peut-être? Oui, pardon. De quoi disposez-vous comme instrument? Alors, et comme personne à disposition? Tout à fait. Tout à fait. Là, il va falloir que je reprenne le rapport annuel de l'Institut, mais je vous invite aussi à le feuilleter tout à l'heure. C'est une équipe de plusieurs, je pense une petite dizaine, voilà, je les ai sous les yeux. Exact, c'est une dizaine de personnes qui constituent ce laboratoire, qui est doté de plusieurs instruments, dont parfois ce sont là aussi des instruments d'analyse, je n'aurai pas toute la terminologie en tête, qui n'ont pas forcément d'autres exemplaires en Suisse. J'entends par là, je sais qu'à Genève, il y a un laboratoire qui effectue des recherches et des travaux similaires. Et là aussi, il y a peut-être un dialogue qui peut être mené sur des œuvres qui mériteraient d'être peut-être contre-expertisées, à Zurich également. Mais peut-être que là aussi, en termes de terminologie plus technique, je pourrais vous répondre dans un second temps. J'ai une toute petite question, c'est sur le... mais peut-être ça demande une grande réponse, je ne sais pas. Sur le spectre même de votre... parce qu'on est parti avec une photo d'une expertise d'un tableau qui avait l'air nabi ou chauve ou quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, au fil de la discussion, on part vers des vidéastes d'art contemporain et ça a l'air d'être beaucoup plus votre tasse de thé, excusez-moi, que de faire des recherches sur peut-être des artistes suisses d'une vallée profonde de Grison au XVIIIe siècle. Donc j'ai un peu de mal à... Votre cœur semble balancer vers l'art contemporain avec vos monographies, mais finalement, est-ce que votre mandat n'est pas trop large? Et l'art,
c'est quoi? Parce que vous parlez de vidéo, mais d'un autre côté, il y a la Cinémathèque, il y a l'Élysée, enfin, il y a quand même pas mal. Et puis, on est dans une époque où les gens, justement, peuvent partager leurs inventaires. Donc, comment vous mettez votre spécificité? Ou bien est-ce que vous allez vous concentrer sur l'art contemporain? Alors peut-être deux choses. La première, c'est ce soir, on est là dans un dialogue qui est à la fois sur l'institution et qui, par le désir de Madame Balin, porte aussi sur certains aspects de mon travail, de mon parcours personnel. Donc, d'où peut-être la démultiplication que vous avez perçue. Mais d'un point de vue institutionnel, notre travail porte sur l'art suisse du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Voilà, notre spectre est large. Notre spectre est très interdisciplinaire. Et en effet, c'est peut-être là un aspect qui est méconnu, puisqu'on a l'habitude de se spécialiser, n'est-ce pas, dans nos cultures artistiques, institutionnelles. L'Institut permet justement un décloisonnement et une forme de pollinisation. Je veux savoir une question sur l'authentification d'une œuvre qu'on doute du peintre. On cherche un peintre, et puis je sais qu'à Zurich, on fait des analyses de pigments et des choses comme ça. Je voulais savoir avec les nouvelles technologies, si on peut voir, disons, la gestuelle du peintre, comme on lit une écriture, si ça existe déjà, pour identifier en disant c'est le geste d'un Courbet, c'est le geste d'un... Dans la technologie avancée. Alors le geste du peintre ou de la peintre, je crois, ne peut pas encore être inféré. Elle ne peut pas encore être remontée, rebroussée. On s'entend vraiment par ça ou ça, là, sa gestuelle. Ça touche par contre le point de contact, absolument. À nouveau, je n'ai peut-être pas toutes les clés qui ont été soulevées tout à l'heure par une des questions précédentes, quant à savoir ce que les instruments identifient, mais très certainement que avec les travaux actuels, et je sais que dans notre salle, il y a des spécialistes de ces questions, portent vers une forme d'identification de ce qui est absolument indubitable comme relevant de tel ou tel artiste. Je ne crois pas, pour répondre d'un point de vue de l'Institut, que ce soit actuellement un des médiums ou un des moyens que l'on se donne pour effectuer des expertises, à ma connaissance. Mais sans doute que c'est un avenir, à savoir aussi que peut-être on cherche toujours une forme de pureté, non, dans l'authentification. On aimerait être complètement conforté sur la vérité, sur le fait que c'est à cette personne et pas une autre. Or, une même personne, un même artiste, pour avoir travaillé sur l'œuvre de Paul Klee, par exemple, dans le cadre de mon travail de thèse, j'ai pu vraiment constater à quel point, dans une même journée, dans un même mois, dans une même année, une personne peut effectuer et mener des touches, des gestes complètement différents. Et que cette exploration fait partie aussi du défi pour les analystes, finalement, notamment les analystes en laboratoire. Est-ce que je peux vous demander, Sarah, pourquoi faudrait-il qu'on vienne vous voir et visiter votre musée? Donnez-nous envie de venir visiter votre musée. Alors, ce sera un institut. Et l'institut. Ne cherchez pas le musée, mais cherchez l'institut. L'institut. Mais il y a aussi, j'ai utilisé le mot musée aussi parce que on y découvre aussi quelques œuvres. Donc, institut et musée, votre espace. Alors, j'espère qu'en effet, la conversation que vous aurez modérée ce soir y contribuera. Peut-être, en effet, un mot serait de dire c'est un lieu qui est ouvert à toutes et à tous, chercheuses ou chercheurs ou non, en ce sens où il y a un lieu et des ressources inestimables, d'un point de vue livresque, d'un point de vue aussi de dialogue. Nos équipes se tiennent à disposition pour entamer une conversation. À Lausanne aussi, par ailleurs, le bâtiment peut-être des années 80 n'a pas le même charme qu'une villa historiciste, mais quand même, il y a des aspects très intéressants de l'architecture des années 80. Donc, ce
qui pourrait donner envie, c'est peut-être une forme de curiosité, et à nouveau, de défaire cette culture du précédent, en se demandant eh bien, à quoi ressemble l'art suisse dans sa pluralité. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir et je passe le micro à Michel. Merci, Dr Burkhalter. Un petit souvenir de Grand Montana, une ardoise, Oh, un pelouse, merci. avec votre nom gravé. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci. Merci. Et un grand merci à la Fondation Opal, à Bérengère Prima et au directeur de la Fondation Gauthier. Merci beaucoup.